Eh bien, salut à tous et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme, pour ma part ça extrêmement bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, pas ouverture, pas une vidéo réception, vraiment une vidéo qui va reprendre les standings de la chaîne, c'est-à-dire l'achat-revente avec les cartes Pokémon, ou du moins comment vous aider à avoir de l'argent avec des cartes Pokémon. C'était vraiment le but de la chaîne. Alors en fait, il y en a certains qui étaient un petit peu malhonnêtes, qui sont venus me voir en mode ouais, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent avec des cartes Pokémon et après réinvestir pour acheter de la cocaïne. J'étais en mode qu'est-ce qu'il me raconte le mec? Il veut dire qu'est-ce que tu vas dealer des cartes Pokémon pour après acheter de la drogue? Non, tu vois. Et donc du coup, j'ai eu affaire à quelques petits zigotos comme ça. Mais je pense que bien 90% d'entre vous ne collectionnez pas les cartes Pokémon, sont venus me voir en MP pour me demander des conseils sur quoi investir, et depuis ont investi des sommes faramineuses dans les cartes Pokémon parce qu'ils sont retombés dedans. Voilà, donc vraiment ça me fait plaisir de vous avoir un petit peu converti en quelque sorte, hein, et de vous avoir un petit peu transmis une passion des cartes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui regardent cette vidéo sont vraiment passionnés par les cartes Pokémon, et vraiment ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, en parlant de plaisir, merci à vous, on a dépassé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est à 1040, 1050, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est incroyable. J'ai réalisé une vidéo ouverture pour fêter ces 1000 abonnés. Et vraiment c'est pas rien du tout. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de dingue. Je vous prépare des bons petits trucs et franchement j'espère que ça va vous faire kiffer. Pendant tout l'été il y aura plein de vidéos. Je vais essayer d'avoir un petit peu d'argent, de faire de l'achat-revente, un petit peu recommencer parce que j'avoue que ça fait quand même 2 mois que j'ai arrêté. Pour avoir de quoi ouvrir en très très lourd, de pouvoir vous présenter d'autres items, faire des réceptions de malades mentales et essayer de décrocher des petits partenariats avec des entreprises qui pourraient vous plaire pour vous permettre de vivre à fond l'expérience Pokémon sur la chaîne. Donc du coup, aujourd'hui, la vidéo va être vraiment faite comme ça, à l'arrache. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas préparé de notes, j'ai pas noté quoi que ce soit sur un cahier, j'ai pas mis de planning. D'habitude, je fais toujours des plannings en mode 1, tu fais ça, 2, tu parles de ça, 3, tu parles de ça. Là aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce qui me passe par la tête. Voilà, donc je risque peut-être de bégayer à des moments, de dire des trucs qui sont un petit peu flous. Je vais me reprendre, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de recommencer 12 fois la vidéo pour vous expliquer quelque chose. Voilà, vraiment aujourd'hui, ça va être une vidéo simple qui va durer peut-être un peu longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais voilà, on va vraiment essayer d'aborder tous les points un par un et essayer de ne pas en oublier tout en n'étant pas contraint de poursuivre un plan, voilà, comme je fais d'habitude avec mon iPad. Ok, donc maintenant, on va parler de qu'est-ce qui fait simplement la valeur d'un objet. Comment reconnaître un objet, comment savoir il est rare, simplement, voilà, parce que c'est quand même la rareté qui fait le prix, hein, on va pas se mentir. Et donc du coup, ça, eh bien, il faut expliquer avec le premier théorème, qui est donc le théorème de l'offre et de la demande. Qui connaît ça? Tous les ES, on en a bavé comme Jaja en première et en terminale. Les STMG aussi, vous devez connaître, je pense. Il y a peut-être que les S qui n'ont pas vu ça en profondeur, en fait. Et ça, c'est malheureusement ce qui vous manque, les S, parce que franchement, les S, c'est les meilleurs, hein. Pour faire des cartes Pokémon, ils connaissent les prix, ils font leur marge, Vraiment, ils font des trucs de malade mental, hein. C'est quand même pas mal. Mais il vous manque un truc, c'est de comprendre comment le marché fonctionne. Parce que des fois, il y a des trucs qui vous échappent, c'est comment les prix évoluent, etc. Et donc du coup, eh bien, c'est la plus grosse difficulté des S. Nous, par exemple, pour les ES, on a plus de mal, notamment, on va dire, à pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe au niveau des frais, etc., de calculer tout pile poil, mais vraiment au niveau de l'évolution des prix et du marché, on comprend un petit peu mieux. Bref, maintenant, comment expliquer ça? Je vais prendre des billes de deux couleurs. Donc je pense que je vais m'inspirer un petit peu de la vidéo de Didier, donc d'ailleurs si tu passes par là, un coucou à toi l'ami, qui a vraiment très très bien expliqué ça, mais sauf que lui il a expliqué ça comment en fait David Lafarge influençait les marchés. Et ça quand même c'est un truc de dingue. Et effectivement c'était la réalité, donc si vous voulez aller voir sa vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Didier Pokémon, voilà. Donc du coup, on va expliquer quelque chose de très simple, avec des billets tout le temps. Donc en gros, je vais vous mettre 3 billes ici, ok? Donc là, en gros, voilà, 3 billes de couleur bleue. Également. Donc ça par exemple, on va dire que chaque bille correspond un booster ex Île des Dragons. Ok, très bien. Donc ça, en gros, c'est des personnes qui ont chacun un booster ex Île des Dragons à vendre. Très bien. Donc maintenant, on va prendre donc avec la bille orange le côté des acheteurs. Donc là, vendeur, ici, acheteur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a 3 boosters ex Île des Dragons à vendre et il n'y a qu'un seul acheteur pour ce booster. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Très simple. L'offre est supérieure à la demande. Donc en gros, comme cet acheteur-là, il va vouloir qu'un seul booster Île des Dragons, et bien les vendeurs vont devoir se départager et vont devoir vraiment rivaliser de prix pour pouvoir convaincre l'acheteur d'acheter le booster. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Soit avoir des arguments solides comme quoi on est vraiment un vendeur professionnel, qu'on a vraiment un très très bon service, qu'il n'y a pas de risque, etc. Et ça souvent c'est un argument de poids qui pèse beaucoup beaucoup, notamment dans les ventes. Ou alors, la méthode la plus simple, c'est de baisser le prix, et l'acheteur, qui est donc ici, va acheter tout simplement le booster ex Dragon qui est le moins cher.
Donc notamment par exemple ici, lui il le propose à 350, ici à 320 et ici à 310. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les deux autres, il va les mettre de côté et l'acheteur va prendre ce booster là. Voilà, c'est très simple, il va se barrer avec et maintenant il reste plus que deux boosters Illies Dragon sur le marché. Très bien, on fait comme ça. Donc maintenant, supposons que du côté des vendeurs, donc il n'y a que deux boosters Illies Dragon à vendre, mais que du côté des acheteurs, il n'y ait pas qu'un seul acheteur, mais trois acheteurs. Donc là du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que la demande est supérieure à l'offre. 3 demandes pour 2 offres. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Très très simple. Vous le savez, il n'y en aura pas tout pour tout le monde vraiment. Parce que, je veux dire, il n'y a que 2 boosters à la vente pour 3 acheteurs. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va couper un booster en deux et le filer à l'autre. Voilà, ça c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, ça va être l'inverse. Ça va pas être les acheteurs qui vont devoir faire rivaliser de prix les vendeurs, mais l'inverse. C'est les vendeurs qui vont devoir faire monter leur prix pour savoir qui des 3 acheteurs va être capable de mettre le plus pour leur booster. Donc par exemple, lui de base, il était prêt à mettre 200 euros, lui 220 et lui 250. Donc par exemple, lui, il va partir avec un booster parce que c'est lui qui met tout simplement le plus d'argent. Ok, 250 euros, le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord, c'est très bien. Maintenant, il reste seulement un booster Illies Dragon pour 2 acheteurs. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, ça va être très très simple également. Celui-là, il propose 200 euros, celui-là 210. À ce moment-là, l'autre il va dire oulala, moi je le veux vraiment ce booster. Donc du coup, je propose 220. Et après 230, 240, bref, ça fait les enchères jusqu'à arriver à un point, par exemple, à 300 euros. C'est lui qui propose 300 euros. Lui il dit non, moi je peux pas proposer 310, donc je me retire. Et en gros, c'est du coup cet acheteur-là qui va partir avec ce booster. Voilà. Et donc en gros, on se retrouve à la fin avec un acheteur qui n'aura pas eu de booster. Et qui du coup va penser que la cote des boosters est de 300 euros. Voilà, parce que lui, il n'aura pas su mettre 310 euros, et que du coup, eh bien, simplement, la cote des boosters est fixée par le dernier objet vendu, soit 300 euros pour le booster Illies Dragon que l'acheteur vient de remporter. Voilà, donc en gros, il y aura toujours un marché comme ça, et ça notamment, on peut l'assimiler avec des boosters X. Donc les boosters X aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a vraiment très peu d'offres, donc il n'y en a plus beaucoup, ou du moins c'est toujours les mêmes vendeurs qui les proposent à des prix faramineux, par exemple, je vais dire 250 euros le booster Ruby Saphir. Ce n'est pas du tout le prix d'un booster Ruby Saphir, qui aujourd'hui tourne autour des 130, 140 euros, 150 euros, pour ceux qui veulent vraiment dépenser pas mal d'argent. Et donc du coup, quoi de mieux que de vous présenter les 4 critères qui font varier la rareté d'un booster ou d'un item scellé en général, grâce à 2 items qui semblent visuellement plus ou moins identiques. A gauche, vous avez un booster Ruby Saphir espagnol, sorti en 2003, avec l'illustration LX Sprint. A droite, vous avez un booster français Ruby Saphir, avec l'illustration LX Sprint également sortie en 2003. Donc du coup, au niveau des 4 critères qui sont les suivants, et écoutez-moi bien parce que c'est vraiment le truc le plus important de cette vidéo, il y a donc 4 critères qui font varier la cote des items scellés, c'est 1 la rareté, 2 l'ancienneté, également 3 la langue, et 4 vous avez l'état physique du booster. Donc en gros, si le booster est défoncé, si par exemple ici je prends le booster, et qu'il est tout, on va dire lacéré sur le côté, forcément ça peut valoir beaucoup moins qu'un booster qui est totalement bien scellé. Là, ce n'est pas le cas, mes deux boosters sont nickel. Comme vous pouvez le voir, les languettes sont top, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Pas de déchirure ou pas de gros trous ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ce soit ni l'état, ni l'ancienneté de ce booster qui font varier la cote entre les deux, entre le français et l'espagnol. Du coup, il reste deux probabilités qui font varier cette cote. C'est 1, la rareté, et 2, la langue. Alors pourquoi la rareté entre les deux boosters? Vous allez me dire, mais normalement la rareté c'est combiné avec l'ancienneté. Plus un booster est ancien, plus il est rare. Et oui, mais c'est pas forcément vrai. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y a aussi un aspect de quantité là-dedans. En français, des boosters Ruby Saphir, on n'en trouve plus beaucoup. Il faut savoir que c'est des items qui sont extrêmement prisés, que les personnes, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, ou même des fois au Canada, se battent pour avoir ces boosters, ce qui a fait donc énormément exploser la cote des boosters ex français. Voilà, donc il y a également le Wizard avant, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et donc du coup en Espagne, eh ben, c'est pas vraiment la même, parce que même si le booster est ancien, il n'est pas vraiment rare. Vous pouvez regarder sur Card Market, aujourd'hui sur Card Market, il y en a des stocks incroyables en espagnol et en portugais, qui sont environ de 50 à 60 minimum par vendeur. Donc c'est énormissime. Aujourd'hui, si on avait ça en France, un booster Ruby Saphir coûterait environ 30-40 euros grand max. Parce que, encore, il y a beaucoup de gens qui le recherchent, mais la quantité fait que ça pourrait faire baisser le prix de x4 ou x5. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et donc en fait, ici, avec ce booster espagnol, eh bien, il n'y a pas grand chose qui change à part le fait qu'il y a 5 cartes et que forcément, eh bien, ce booster est beaucoup plus commercialisé
et que forcément il est moins rare. Donc du coup, en fonction de cette rareté qui est beaucoup moindre que par rapport au booster français, eh bien le booster français cote 130 à 160 euros, tandis que le booster espagnol cote, pronostic, eh bien seulement 4,50 €. Oui oui, 4,50 €. C'est moins que le prix d'un booster que vous pouvez trouver physiquement dans le commerce aujourd'hui, qu'un booster Soleil et Lune français que vous allez acheter au Carrefour Market ou chez votre buraliste. C'est incroyable. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dingue. J'en perds mes mots, j'en bégaye. Mais c'est quand même quelque chose d'assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, tu peux trouver un booster Ex-Ruby Saphir espagnol. C'est exactement les mêmes cartes qu'il y a dans la version française, sauf que c'est écrit en espagnol, pour le même prix qu'un booster Soleil et Lune Alliance Infaillible. Voilà. Ça, pour moi, c'est quand même un truc de malade mental. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait varier également ce prix? Eh bien, c'est forcément la langue. Qu'est-ce qui fait que la langue? Ça fait que la langue, eh bien, nous, on est des chauvins hein, en France, on va pas se mentir. Ça fait que on veut que du français. En France, on veut du français. Et on ne veut pas collectionner l'espagnol, ni l'anglais, ni l'italien, ni voilà. Parce que c'est pas quelque chose qui nous fait vraiment rêver. Alors, en fait, c'est quelque chose qui vous semble normal pour vous, parce que vous êtes français, et du coup, vous dites, bah ouais, moi je vais pas collectionner du diamant et perle en italien ou en portugais, je m'en balèque. Enfin, je veux dire, moi je suis français, je veux collectionner du français, c'est normal, quoi, je sais pas, ça paraît logique, ça coule de source. Eh bien non, on est les seuls qui pensent ça, parce que en Italie encore, on se rapproche un petit peu de cette vision un petit peu patriote, hein, de collectionner donc l'italien en Italie, comme on collectionne le français en France. Mais ce n'est pas le cas du tout. En Russie, par exemple, ce n'est pas du tout le cas en Espagne, ce n'est pas du tout le cas également dans les pays comme, je sais pas, je dirais les Philippines, ou alors je dirais notamment d'autres pays où on ne parle pas forcément anglais, comme la Suède, par exemple. Et bien en gros, toutes ces personnes-là collectionnent exclusivement l'anglais. Et pourquoi? Parce que c'est la langue universelle. Parce que c'est quelque chose que tout le monde recherche plus ou moins, même des Français. Il y en a maintenant de plus en plus qui font l'anglais ou alors le jap. Voilà, également le jap, c'est pareil que l'anglais, ça reste à peu près universel, même si ça nous parle moins, parce qu'il y en a beaucoup moins de personnes qui savent parler japonais ou lire le japonais plutôt que lire l'anglais ou parler l'anglais. Donc en gros, ça fait que bien, l'anglais commence à monter en code parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent, même si les quantités sont astronomiques. C'est astronomique. Il n'y aura jamais plus un seul booster Neo Destiny sous blister. Par exemple, en France, ça n'a peut-être jamais existé, je sais pas, mais par exemple, disons une boîte à goûter, il doit en rester genre une quinzaine ou une vingtaine, tout au plus. En anglais, il doit en rester quoi? Des milliers, et sans vouloir m'avancer. Franchement, il en reste plein partout. Donc du coup, ça ne deviendra jamais rare. Et si jamais un jour en anglais, il reste plus que 10 boîtes à goûter, je pense franchement qu'on peut partir sur un prix qui peut être largement supérieur à celui qu'on a en France. C'est-à-dire que vous pouvez multiplier par 10 ou par 15. Je pense que franchement, il y aura beaucoup plus de gens qui seraient capables de mettre entre 30 000 et 40 000 euros pour cette boîte à goûter, si jamais il y en a vraiment plus que 10 dans le monde entier en langue anglaise. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très simple à retenir. Rareté, ancienneté, langue, état du booster. Vous avez ça, vous comparez et vous pourrez voir directement qu'est-ce qui cote de plus entre ces deux boosters. Voilà. Donc également, après, un truc à mettre en compte également, je prends le deuxième booster Ruby Saphir espagnol que j'ai acheté. L'illustration, donc l'illustration Galagon ici est beaucoup moins appréciée que la Leg Sprint. Donc il y aura une légère variation de prix, il n'y aura pas une différence de 40 euros, mais ce sera toujours une variation de prix, notamment en français. Vous avez la Galagon qui cote environ 110, 120 euros, tandis que les autres sont plus autour des 140, 130, 140, 150 euros. Voilà. Ok, donc ça maintenant c'est fait, on a parlé du CD, c'est fini. Maintenant, on va parler des cartes. Alors maintenant, pour parler des cartes, eh bien, ça va être très simple. Je vais vous montrer deux choses différentes. Déjà, deux cartes anglaises, que vous avez donc ici, de Ninjask. Voilà. Donc en gros, parmi ces Ninjas, qu'est-ce qu'on peut voir comme différence? À droite, c'est une carte rare, donc ni holographique, parce que ça ne brille pas ici sur la version du Pokémon, ni ici sur la carte en background. Mais du coup, c'est quand même une carte rare, parce qu'il y a la petite étoile sur le logo en bas à droite de la carte. Niveau d'état, eh bien, on peut dire que c'est pas mal. On est sur du excellent ou du Nirmite. Très bien, on laisse cette carte de côté. Maintenant, je retire cette carte de cette pochette. On a donc un autre Ninja, qui est le même Pokémon hein, que vous voyez ici, c'est exactement pareil. Sauf que cette version-là n'est pas reverse, mais holographique. Voilà. C'est pas une carte qui ne brille pas, hein. Cette carte-là ne brille pas, comme vous pouvez le voir. Je vous l'ai montré. Cette carte-là brille et est donc holographique. C'est également une rare, parce que tous les holographiques sont forcément des rares, avant tout. Et au niveau de l'état, on est sur du excellent ou du Nirmite. Voilà. Franchement, une très très belle carte que j'avais mis à la vente aux enchères qui n'est pas partie, et du coup je suis ravi parce que c'est vraiment la carte que je préfère le plus parmi le lot que j'avais
récupéré et que je vous avais d'ailleurs montré en vidéo. Ok, donc selon vous, quelle carte est la plus chère? Forcément, vous connaissez, vous dites ah, bling bling, c'est le ninja holographique qui vaut le plus cher. Et effectivement, vous avez raison, bah oui, parce que forcément, une carte qui ne brille pas ne peut pas valoir en général plus cher qu'une carte qui brille. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des exceptions. Je ne serai pas en mesure de vous montrer ça visuellement parce que je n'ai pas ces cartes, mais il y a des stars des séries pop, donc qui ne sont pas holographiques. Je tiens à dire notamment qu'il y a le Deoxys de Pop 4, il y a le OO de Pop 2, il y a le Célébib de Pop 1, je crois. Je sais plus, mais je crois que c'est de Pop 1. Vous avez également d'autres cartes comme le Espeon Star et le Umbreon Star de Pop 5 qui valent littéralement 2000 € en neuf. Oui, oui, c'est pas une blague, alors que les cartes ne brillent même pas, sauf en japonais. Je parle bien évidemment en anglais, hein, parce que ces séries Pop 5 n'est sortie vraiment qu'en anglais ou en jap. Donc en jap elle brille, en anglais elle brille pas. Et donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensaient que cette carte ne valait rien. Mais effectivement, les stars valent toujours quelque chose. Donc ceux qui connaissent un minimum savent que les stars codent quelque chose, donc forcément connaissent un petit peu la code du produit. Mais si vous pensez que c'est juste des choses qui brillent, qui ont de la valeur, eh bien détrompez-vous, parce que Noctali et Mentally Star en US valent en PSA 10 plus de 2000 à 2500 € la carte, alors qu'elle ne brille pas du tout. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Ok, maintenant parlons du coup de ces deux cartes là, donc deux cartes françaises, du Block-X. Donc on a une carte ici Smogogo de Ruby Saphir et ici une carte Terraclop, Gardien du Pouvoir. Donc on a une carte ici à ma gauche qui est simplement rare, qui s'appelle Smogogo, de la série Ruby Saphir. Donc comme vous pouvez le voir, elle ne brille pas, hein, vraiment, que ce soit sur la carte ou alors même en dehors ici sur les attaques, elle ne brille pas du tout. Et l'état est environ near mint. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle a un minime point blanc et c'est tout. Voilà, franchement, elle pourrait presque être sortie de booster. Et ici, on a du coup une autre carte, donc du Block-X également, donc c'est à peu près sorti à la même époque, à 4 ans d'intervalle, mais c'est exactement pareil, hein, le Block-X, les cartes cotent à peu près pareil en fonction des séries, qui est donc Terraclop, et qui, elle, est holographique, comme vous pouvez le voir, elle brille cette carte, et c'est donc la 14e sur 108, également une rare, hein, tout comme Smogogo, sauf que elle brille. Sauf qu'au niveau de l'état ici, bah, comme vous pouvez le voir, on est un peu sur de l'état caca, hein, on va pas se mentir, ça reste de l'état presque entre mauvais et correct, voilà, franchement, ça ne mérite pas plus. Et donc du coup, eh bien certains vont se dire, ah ouais, mais c'est celle qui brille qui vaut le plus. Eh bien non, encore une fois non. Parce que là, du coup, quand il y a un tel écart entre les états, eh bien ce sera toujours la rare qui est en état mint, ou near mint, qui coûtera beaucoup plus qu'une holographique, même du Block-X, en état bien tout simplement caca comme je l'ai dit. Voilà. Donc ça en fonction de la langue c'est pareil, et c'est pour ça que j'ai fait que comparer les langues. Maintenant, si on compare deux choses différentes, qui sont deux cartes rares du Block-X, donc en français et en anglais. Comme vous pouvez le voir, déjà, le design est différent parce que pendant quelques séries encore du Block-X, donc je crois que ça s'est arrêté du coup à Team Magma Aqua, vous avez donc les E-Series, donc qui est ici hein, en bas de la carte, qui sont donc des des gros bords en fait simplement, que vous pouvez mettre dans un lecteur et qui vous donne des informations par rapport au Pokémon, il me semble. Donc en gros, ça ce sont des cartes qui sont sorties qu'en anglais et pas en français. Donc en français, on a toujours eu les bords en fait, bien de la même taille de partout, que ce soit côté gauche, droit, nord ou sud. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose qui change au niveau du design. Bref, ici on a donc deux cartes rares qui sont sorties quasiment dans la même année, hein, donc ici 2003 et ici 2003, voilà, donc c'est exactement la même année. Et par contre, quelque chose qui change, c'est le fait que c'est la langue. Et donc du coup, même si les états sont pareils, eh bien ça sera toujours Smogogo qui vaudra plus, parce que comme je vous l'ai dit pour les boosters, le français veut collectionner du français, recherche du français, et donc ça, c'est très rare. Alors que ça, eh bien, ok, il y a beaucoup de gens qui en cherchent, sauf qu'il y a tellement de propositions de vente sur le marché pour cette carte-là, que cette carte n'est pas rare et se vend environ entre 50 centimes et 1 euro. Alors que celle-ci, on est plus sur du 2,50 €, 3 €. Voilà. Donc ça, c'était au niveau des cartes, comparaison entre les langues. Maintenant, si on compare les états, eh bien tout simplement, on va pouvoir voir que entre deux cartes holographiques, donc maintenant je vous ai pris un Octu Noir promo de Diamant et Perle, qui est en état à peu près caca, hein, comme notre ami Terraclop, et bien tout simplement, ça va être en fonction, si l'état et la rareté ne permet pas de définir l'écart entre ces deux cartes, donc deux cartes holographiques qui sont rares, et bien tout simplement, ce sera l'ancienneté qui va l'emporter. Donc notamment ici, on a donc un Octu Noir qui est sorti en 2009, comparé à un Terraclop qui est sorti en 2007, donc ce sera toujours le Terraclop qui vaudra plus cher que le Noctu Noir. Le Noctu Noir va environ 50 centimes dans cet état, alors que le Terraclop peut valoir environ 1 euro. Voilà. Donc ça, je pense que je vous en aurais dit assez par rapport à l'état des cartes, etc. Donc les critères forcément qui sont déterminants pour déterminer la cote d'une carte, c'est très simple. C'est 1.
la rareté de la carte, donc savoir forcément si elle a été éditée en beaucoup d'exemplaires, si c'est rare à trouver dans l'état que vous avez, donc forcément l'état également qui est le deuxième critère qui est le plus important de tous vraiment. Je pense que si la rareté vous l'avez, l'état s'il est bon, franchement ça peut valoir des tonnes et des tonnes. Si vous avez retrouvé des cartes, notamment du BlockX ou des holographiques de Wizards dans vos affaires, que vous avez ouvert, je sais pas, des boosters quand vous avez 5 ou 6 ans, en 2003-2004, et que vous avez toujours ces cartes en état mint sortie de booster, que ça n'a pas bougé du classeur, envoyez-les chez PCA parce que forcément, si vous voulez vraiment les revendre, bah au moins vous pourrez les revendre à des collectionneurs aguerris, vous aurez forcément une note qui sera plus ou moins bonne, et vous pourrez en plus les revendre plus cher, donc au moins ça met tout le monde d'accord, et il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là, voilà. Donc je vous l'ai dit, état, ancienneté, rareté, et également forcément la langue, parce que ça reste toujours important que ce soit en scellé ou alors en termes de cartes. Voilà, donc bref, j'espère que j'aurais pu un petit peu plus vous aiguiller par rapport à ça, donc je vous remets un petit peu les différentes choses que je vous ai présentées durant cette présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, hein, je suis toujours dispo pour vous répondre à toutes vos questions, également dispo sur Twitter, mais un petit peu moins, voilà, donc j'essaye d'être dispo surtout sur Instagram, parce que ça reste le moyen de communication le plus simple, je pense. Je peux répondre également à tous vos commentaires si jamais vous en avez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, il y aura certainement de la réception dans l'air, certainement aussi de l'ouverture pour fêter les 1000 abonnés, je vous le rappelle, et je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo, bye bye.